c'est Clémence. Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Nous, femmes d'IPE. Être fières de qui nous sommes, femmes, francophones, insulaires, des femmes inspirantes qui prennent le pouvoir sur leur vie, qui se battent pour leurs droits et qui surpassent leurs rêves. Dans chaque épisode, je pars à la rencontre d'une de ces femmes. À travers son parcours, son histoire et ses combats, elle s'interroge avec nous sur son féminisme. Aujourd'hui, je suis à Charlottetown, mais aussi un petit peu aux îles de la Madeleine, en compagnie de Jan Kelly. On parle de périnatalité, de francophonie, mais aussi et surtout de résilience et d'intelligence émotionnelle. C'est donc un épisode tout en douceur et en émotion que je vous invite à découvrir. Ravie de pouvoir parler avec toi aujourd'hui. Bien, je suis contente. J'ai hâte de voir comment ça déroule. En premier, je vais te laisser te présenter, raconter un peu ton parcours, ton histoire. Enfin, ça peut être pro ou personnel. Vraiment ce que tu as envie de raconter sur toi et comment tu es arrivée où tu es aujourd'hui, quoi. Bon, moi, c'est Jan Kelly. Je suis née à Charlottetown en 1975. Puis, c'est ça, j'ai passé ma jeunesse ici à Charlottetown. J'ai vraiment aimé les études en français depuis l'école primaire. Fait que j'ai choisi d'aller en immersion au secondaire. Donc, à Birchwood, là, de secondaire 1, j'ai continué. Puis, quand j'ai décidé de faire mes études universitaires à Nouveau-Brunswick, à Fredericton, j'ai choisi de continuer mes études en français comme un mineur, on peut dire. J'étais en éducation physique puis réadaptation, mais j'ai continué mes études en français. Puis, j'ai resté à Fredericton pendant 4 ans à travailler dans les cliniques de physiothérapie. Puis, ça a bien donné. J'avais 2 francophones, des thérapeutes francophones qui travaillent dans la même clinique. Donc, c'était vraiment une clinique bilingue là, à cause de ça. Fait que j'ai eu beaucoup d'opportunités de garder mon français, de pratiquer mon français. Je suis retournée à l'Étude Prince-Édouard en 2001. Puis, j'ai resté ici jusqu'à 2007. Où j'ai beaucoup moins utilisé mon français, j'avoue. Là. Puis, je suis allée aux îles de la Madeleine en 2007, puis j'ai tombé en amour avec les îles, puis avec mon mari maintenant. Puis, c'est ça, j'ai passé 15 ans aux îles de la Madeleine. Donc, avec les enfants, j'ai décidé de rester à la maison un peu quand mes enfants étaient jeunes. Puis, tranquillement, j'ai comme découvert l'univers de la périnatalité. Là, puis, j'ai commencé à travailler dans ce domaine. Donc, j'ai travaillé comme coordonnatrice d'un organisme communautaire que je travaille toujours pour. J'avais eu des périodes que j'ai travaillé plus et moins, mais ça m'a vraiment amené à découvrir le féminisme périnatal, féminisme en général, surtout au Québec, parce que c'est là que j'ai passé les derniers 15 ans. Donc, je suis sur un conseil d'administration d'un regroupement provincial, fait que c'est vraiment là que j'ai découvert vraiment les femmes militantes pour les droits des femmes et des familles, etc. Donc, puis là, récemment, je suis retournée à l'Étude Prince-Édouard l'été passé. Parce que c'est ça, mes 2 filles sont rendues à l'âge de vouloir aller à l'école publique. Elles ont 11 et 14 ans. Donc, on est ici sur l'île, que je suis bien contente. Je suis avec ma famille, qui n'est pas francophone du tout, là, mais j'ai découvert les amis avec l'Action Femmes du Prince-Édouard. Donc, c'est ça. C'est un peu ça mon parcours vite fait. Tes filles, du coup, elles vont à l'école d'immersion aussi ou pas? J'ai une fille qui est en 6e année. Les 2 sont en école en anglais. C'est ça. Les 2 sont bilingues, là, parce que mon mari est francophone, puis c'est ça, on a resté aux îles pendant 15 ans. Mais j'ai scolarisé les filles à la maison jusqu'à l'année passée. Fait que c'était en anglais, mais quand même on a fait des cours en français aussi, puis toutes leurs activités parascolaires, les amis, etc., c'est en français. Donc, elles sont très bilingues. Là, Fiona est en 6e année, puis elle, de son choix, elle parle déjà d'aller en immersion l'année prochaine. Fait qu'elle fera le cours, je pense, le parcours d'immersion. Ima est déjà en secondaire 3, donc elle aurait eu besoin de rentrer tout de suite en immersion. Puis elle avait envie avec la transition pour aller à l'école publique déjà, je pense qu'elle avait envie que ça soit en anglais. Puis c'est ça, c'est bien correct comme ça. Les 2 continuent on visite les îles souvent, fait que elle parle avec leurs grandes sœurs. Elles ont 2 grandes sœurs, puis le papa qui sont plus francophones. Fait que la famille continue d'être bilingue. Ouais. OK. Mais c'est beau aussi d'avoir choisi aussi, toi, de faire ce parcours francophone, parce que tu aurais pu aussi, par facilité, te dire, je fais
de l'anglais. Oui. Tu vois, c'était aussi tout ton environnement était sur ça. À quel moment tu t'es dit, mais non, là, il faut que j'aille sur le français parce que je sais pas. Ben, je pense, j'avais un prof que je me souviens en 4e année. C'était un Acadien, je pense qu'il venait de Rustico, Monsieur Galland. Puis c'était vraiment amusant, le cours en français en 4e année. Fait que je pense que ça a vraiment piqué mon intérêt pour le français. Puis, à l'époque, moi, j'allais à l'école primaire Stratford, à Glen Stewart. Puis à l'époque, il fallait changer d'école secondaire si tu allais en immersion. Okay. Là, ce n'est plus le cas. Là. Tu continues dans le même parcours d'école, on peut dire, juste pas dans les mêmes cours. Donc, j'avais quelques amis qui sont allés en immersion aussi. C'était pas si difficile. Puis moi, j'étais pas un enfant très gêné non plus. J'avais de la facilité avec l'école puis à faire des amis aussi. Donc, pour moi, c'était pas un gros... Mais par exemple, j'ai 2 sœurs plus jeunes, puis ni l'un ni l'autre a suivi le parcours pour aller en français. Elles sont allées à Stone Park au lieu d'aller à Birchwood, puis ça donnait comme ça. Puis je vois maintenant, eux autres ont mis leurs enfants en immersion dès le début parce que je pense qu'avoir, c'est vraiment les avantages d'avoir les 2 langues puis la facilité que j'ai dans les 2 langues puis à travailler, à voyager, ça ouvre plein de portes. Là. Puis pour moi, la culture, en tout cas, Oui, c'est sûr que de pouvoir, de pas te poser la question de la langue quand tu discutes avec quelqu'un, de te dire, il soit anglais ou francophone, anglophone ou francophone, peu importe. Finalement, moi, ça va pour les 2. Mais en 4e année, c'est hyper jeune aussi pour se dire, allez, OK, je vais dans le francophone et je continue aussi là-dedans parce qu'après, après le secondaire, tu as continué à rester dans un milieu un peu francophone. Oui, c'est ça. Je me souviens pas pourquoi. Je pense que j'avais entendu beaucoup de mes pères puis beaucoup des grands frères et sœurs de mes amis qui ont dit qu'après secondaire, qu'ils ont tout perdu le français parce qu'il n'y avait pas d'opportunité pour pratiquer. Fait qu'ils parlaient ça à l'école, mais juste ça. Puis même en école, en high school, là, en secondaire 4, 5, 6, tu prends un cours par semestre. Là. Fait que c'est comme pas beaucoup. Là. 25 % de ta journée est en français, donc c'est déjà pas beaucoup. Donc, en tout cas, c'est ça. C'est vraiment un intérêt qui m'habitait, là, une culture, évidemment, qui déjà m'intéressait aussi. Là. C'est pas juste la langue, mais tout ce qui vient avec. Fait que c'est ça. Quand je suis allée à l'université, là, j'étais dans les études, j'étais dans l'éducation. Fait que je pense aussi, j'avais cette idée que peut-être une journée, j'allais enseigner en français. J'ai vu qu'il y avait déjà un manque, puis là, je vois qu'il y en a encore plus de manque de professeurs qui maîtrisent bien le français, là, malgré tous leurs efforts. Là. Et c'est tellement populaire d'aller en immersion que je pense que la demande est plus haute que l'offre. Toi, tu trouves qu'il y a quand même une grosse demande? Moi, j'arrive depuis pas longtemps sur l'île, donc je suis un peu extérieure à ça. Et je me rends pas bien compte, effectivement, entre les écoles francophones, par exemple, et les écoles d'immersion, il y a vraiment une demande de la population de l'île. Tu ressens ça? Moi, c'est ça. Moi, j'ai 2 sœurs qui sont profs d'école primaire, donc je vois ça, j'entends ça souvent. Comme une des écoles où mes nièces et neveux vont à l'école, puis c'est la moitié des classes sont en français. Donc, c'est comme 50-50 dans certaines communautés de Charlottetown, au moins. Je ne sais pas qu'est-ce que ça représente à l'extérieur de Charlottetown, mais je dirais dans beaucoup des écoles à Charlottetown, c'est presque la moitié des élèves qui choisissent d'aller en immersion, soit dès la maternelle ou au secondaire. Et pour toi, c'est un choix des familles, des parents, ou c'est aussi les enfants qui peuvent avoir cette envie d'aller découvrir de nouvelles choses? Bien, moi, je pense qu'au primaire, si tu es inscrit en maternelle, c'est un choix des parents, là, on s'entend. Rendu au secondaire, c'est ça, je pense que c'est plus un choix souvent des élèves qui aiment le français, puis que en général, c'est les élèves qui n'ont pas trop de difficultés à l'école, donc, puis ils aiment le français ou ils aiment le français, donc ils choisissent de faire le parcours en immersion. Donc, c'est ça. Il y a les avantages pour les 2. Là. Moi, je suis vraiment contente du choix que moi j'ai fait. Ça aurait été possible de commencer en maternelle. Quand j'étais en maternelle, je me souviens, il y avait comme une classe parmi 6 ou 7 classes qui étaient en français, puis ils étaient vraiment ségrégés des autres. Là. Même dans le cours d'école, pendant la récréation, ils étaient séparés des autres élèves là, pour optimiser qui pratiquaient le français, là, parce que c'est sûr que ils s'amusaient. Oui, mais tu as aussi ce côté un peu je te mets de côté, je veux pas t'intégrer. Oui. Parce que la beauté aussi du Canada et d'ici, c'est d'avoir ce bilinguisme et justement de pouvoir
jongler d'une langue à l'autre. Je comprends le côté éducation, où tu dis, bah oui, je veux vraiment les préserver de l'anglais, mais finalement, c'est comme si tu continuais à garder ce clivage francophone et anglophone de l'autre côté. Oui, puis ça a changé, je pense, avec le temps. Ce n'est plus comme ça, là, mais dans les années 80, c'était plus ça. Puis mes parents sont professeurs aussi, puis je pense que c'est quelque chose qu'ils étaient au courant, puis ne voulaient pas que ça soit comme un désavantage, là, le côté social, d'être comme ségrégué comme ça, puis d'être comme vraiment séparé des autres élèves dans l'école, puis même ça a un effet sur ta participation vraiment Bien dans sûr. les sports parascolaires, etc., parce que tu ne fais pas des amis nécessairement qui ne sont pas dans ta classe. Bah surtout si tu as une classe contre 7 classes, parce que tu te retrouves avec peut-être 15 élèves contre une cinquantaine d'élèves à côté. Donc oui, forcément, c'est pas, le ratio n'est pas très bon. Oui, c'est ça. Fait que le ratio, je pense, ça a vraiment changé depuis les années. Puis c'est sûr que c'est une question d'employabilité aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça, surtout qu'on est à Charlottetown, capitale, province de l'Éthiopie-Prince-Édouard. Il y a beaucoup d'opportunités quand tu parles les deux langues. Fait que j'imagine que beaucoup des parents, ça aussi une autre motivation de leur part, que leurs enfants ont tous les avantages possibles pour aller sur le marché de travail à un moment ultérieur. Oui, c'est sûr. Je suis complètement d'accord avec toi. Et tout à l'heure, tu parlais aussi que tu n'as pas seulement pris la langue francophone, enfin, appris la langue francophone, la langue française, pardon. Tu as aussi un peu, tu t'es intéressée à la culture aussi. Qu'est-ce que tu entends par là? Oui, bien, je pense que je n'étais pas consciente de ça quand j'étais dans mes études. C'est vraiment plus quand je suis arrivée aux Îles-de-la-Madeleine, puis vraiment à faire des amis francophones, là, parce que j'avais quelques amis quand j'étais au Nouveau-Brunswick, mais jamais comme tout mon réseau était francophone. Là, c'est plus ça. Puis c'est encore ça. Là, je suis revenue à Charlottetown au mois d'août. Puis, j'ai vraiment gardé les liens d'amitié avec mes amis aux Îles-de-la-Madeleine. Là, c'est quand même, il y a quelque chose, je ne sais pas, c'est peut-être aussi le réseau que j'ai développé, mais on dirait que les discussions sont plus poussées, il y a moins de tabous. Moi, j'aime ça, là, que les discussions qu'on a dans la culture francophone, c'est surtout, admettons, par rapport au féminisme, etc., c'est quelque chose que je suis vraiment plus à l'aise d'aborder les sujets avec des femmes francophones, même si je les connais plus, parce que on dirait que c'est ça, c'est plus accepté d'aborder les sujets un peu plus difficiles dans la société que je pense qu'en anglais, les gens sont des fois un peu timides de ne pas déranger, de ne pas affronter les valeurs des autres. En tout cas, c'est intéressant ce que tu dis. Je me pose la question, et peut-être tu me diras que je me trompe, si c'est pas aussi lié au fait que ta langue maternelle est l'anglais et donc que tu as plus que tu sens plus l'émotion peut-être de la personne en face qui parle anglais et que du coup tu sens qu'elle est un peu plus choquée par ce que tu dis et que du fait que le français c'est pas ta langue maternelle, peut-être que tu te sens un peu plus en écart par rapport à... Je sais pas, parce que j'ai l'impression que tu es vraiment plongée dans le français. Donc peut-être que c'est pas ça, mais je me dis ça pourrait être ça, peut-être pour d'autres personnes. Tu vas de se dire, parler dans une autre langue, finalement, bah, c'est comme si ça te donnait un peu de... Oui, mais je me souviens de cette transition, parce que, comme j'ai dit, mon mari a 2 filles qui ont maintenant 19 ans. Puis quand elles étaient jeunes, c'est ça, elles parlaient moins en anglais, comme elles avaient 4 ans quand j'ai rencontré mon mari. Puis j'ai trouvé ça difficile quand on parlait de quelque chose qui évoquait des émotions. Moi, qui parlais en français, puis les autres, donc c'est comme plus difficile de m'exprimer émotivement. Puis elle, si je parlais en anglais, mais elle n'avait pas le niveau d'anglais pour bien comprendre. Là. Je voulais, surtout parce qu'elles étaient jeunes, là, de développer cette relation. Fait que je me souviens de cette période, mais là, ça fait 10 ans de ça. Là. Moi, je dirais que maintenant, je pense que j'ai sûrement, probablement, à cause des amis, vraiment des liens que j'ai développés et de travailler dans un monde de féminisme, là, de femmes vraiment fortes et militantes. Là. Je pense que c'est ça. J'allais chercher plus de vocabulaire probablement, puis que je réfléchis plus quand je parle en français. Là, c'est sûr que oui, des fois, je vais chercher certains mots, mais c'est pas la traduction qui se passe. Là. Donc, je pense que ça vient me chercher plus. Puis je pense que ma personnalité sort plus maintenant en français que même comparé à il y a 10 ans. Okay. Quand je parlais avec quelqu'un il y a 10 ans ou 15, surtout il y a 15 ans, mais même il y a 10 ans, je dirais que quand je parlais en français, on dirait que je sentais que la personne va moins vraiment me connaître, moi, Jan, parce que c'était pas ma langue, fait que t'as pas toutes
Les subtilités. Ouais, les subtilités, les ouais. nuances, là, que ça sort pas quand c'est pas ta langue, mais ça sort moins. Donc, moi, pas que ça sort 100% maintenant, mais je dirais un bon 3/4. Là, on ne se connaît pas beaucoup, là, puis je pense que tu sens que tu connais ma personnalité. Là, oui, c'est vrai. Ça n'aurait pas été le cas si tu m'avais rencontré il y a 10 ans. OK. Oui, je comprends. Mais c'est vrai qu'il faut un temps pour assimiler aussi tout ça et toutes les nuances, effectivement, qui font que tu arrives à communiquer facilement. Tu me laisses facilement une transition. Tout à l'heure, tu as dit que la périnatalité, ça t'a déclenché aussi des idées féministes ou en tout cas un élan un peu de féminisme. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Comment c'est venu et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, en fait, je ne fais pas de déclic moi-même. C'est vraiment, quand ma fille est née en 2008, c'est ça, j'étais à la maison, j'avais comme peu de réseau aux Îles-de-la-Madeleine, fait que j'ai découvert un organisme communautaire où on allait rencontrer d'autres parents, futurs parents, nouveaux parents, nouvelles mères. Donc, c'était fort intéressant de faire des amis pendant la congé de maternité, etc. Puis, 3 ans plus tard, à peu près, après que ma deuxième fille est née, donc en 2011, le poste de coordination s'est libéré. Donc, ils ont ouvert le poste, puis j'étais comme, ça peut m'intéresser. C'était un poste de 15 heures par semaine, fait que j'étais comme, je peux voir la conciliation parce que je voulais vraiment pas retourné dans un monde de travail de temps plein, puis courir le matin, puis go à la garderie avec les enfants. C'était comme un choix vraiment qu'on avait déjà pris comme famille de ne pas aller dans ce sens-là. Mais 15 heures par semaine, avec un emploi quand même que mes enfants, c'était possible de les apporter avec moi, les amener au travail, pas 100%, mais au moins 50% du temps, les enfants étaient avec moi pendant que je travaillais. Là. Il y avait quand même un peu de paperasse puis les réunions que c'était pas possible, mais c'est quand même plus facilitant de trouver quelqu'un pour garder les enfants juste pour les courtes périodes de temps. Bien sûr. Puis, comme j'ai mentionné, là, le regroupement provincial que j'ai découvert et à entendre les histoires des femmes, je dirais en général. Moi, j'ai eu des belles grossesses, puis j'ai pas vraiment senti que mes droits étaient beaucoup abîmés, mais c'est pas la réalité de beaucoup de familles, là, qu'ils n'ont pas l'expérience qu'ils auraient souhaité pendant que ça soit la grossesse, le suivi médical, lors de l'accouchement, le postnatal, en tout cas, tout autour de ça, il y a des femmes, des familles qui vivent vraiment des horreurs, là, puis ils sont pas informés. Fait que je pense que moi, mon rôle, je sens vraiment, puis je le sens toujours, c'est vraiment de mieux informer les futurs parents, les nouveaux parents, pour qu'ils savent c'est quoi leurs droits. Puis après ça, ils posent des questions pour que ça se passe optimalement, là, selon les circonstances. On sait bien que les professionnels de la santé, ils font ce qu'ils peuvent pour tout faire pour que tout le monde soit en santé à la fin du parcours périnatal, mais on n'a pas toutes les mêmes valeurs. Donc, les choix ne sont pas toujours pareils. Puis, des fois, il y a la pression ou il y a juste du non-consentement. Donc, c'est ça mon déclic, on dirait, c'est que les familles ne sont pas assez informées, donc leurs droits ne sont pas respectés parce qu'ils ne font pas les choix éclairés. Oui, c'est important ce que tu dis. Est-ce que là, toi, tu travailles en français? Oui. Uniquement en français ou tu travailles aussi parfois en anglais? Bien, il y a une communauté anglophone aux Îles-de-la-Madeleine. Je travaille toujours pour le groupe communautaire aux Îles-de-la-Madeleine, même si je suis en télétravail sur l'île du Prince-Édouard, mais mon emploi est temps plein aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, aux Îles-de-la-Madeleine, on a une population d'environ 12 000 personnes, puis à peu près 500 personnes anglophones. 5% de la population, plus ou moins, c'est anglophone. Donc, il y a quelques familles quand même qu'on accompagne dans leur parcours de périnatalité, mais c'est surtout en français, le travail que je fais. OK. Et du coup, cette envie d'informer, c'est qu'il y a vraiment un manque d'informations, de disponibilité de documents, par exemple, en français, ou c'est vraiment parce que les gens, peut-être, ils n'y vont pas ou ils ne pensent pas à aller chercher les informations parce que ça a toujours été comme ça et finalement, on fait avec? Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se laissent prendre en charge par le côté médical. Parce qu'aux Îles-de-la-Madeleine, il n'y a pas de service sage-femme, donc c'est seulement un suivi médical à l'hôpital qui est l'option.
je pense qu'il y a une documentation en français. En fait, je dirais aux îles, il y a moins d'informations disponibles en anglais. Les anglophones sont en minorité aux îles de la Madeleine. Mais je vois le contraire, celui du Prince-Édouard. C'est vraiment comme on flippe. Donc, je pense qu'il y a la documentation, mais je crois que les gens, avant d'avoir les enfants, avant d'accoucher, ils pensent que c'est naturel, ça va bien aller. J'ai pas besoin nécessairement de m'informer beaucoup. Il y a quand même une 10-20% de la population qui lit beaucoup de livres, qui se préparent, qui sont vraiment comme je veux tout savoir avant que bébé arrive. Mais la plupart des gens, puis c'est correct aussi, la plupart des gens, ils suivent leurs instincts, puis c'est parfait. Sauf quand il y a les circonstances qui arrivent pour que tu as besoin de prendre une décision sur, OK, je prends ce chemin ou je prends l'autre chemin. Là, si tu n'as pas l'information pour faire un bon choix, des fois, après, tu as les regrets. Fait que là, tu regrettes tes choix ou tu sens que tu n'avais pas l'information. Tu aurais choisi autrement si tu avais d'autres informations. Donc, au moins d'aborder. Puis quand tu as fait un choix, puis après, tu regrettes ton choix ou tu as eu un passage difficile autour de cette période, ou même quand les enfants sont jeunes, là, ça peut être dans la parentalité. Là, on ne parle pas juste de l'accouchement, de l'allaitement, l'alimentation, etc., mais vraiment comme la discipline des enfants, comment élever les enfants, comment communiquer, les relations, le pot à pot, etc. Je pense que les gens maintenant, et les deux parents s'intéressent plus à ça en postnatal, pas nécessairement plus en prénatal, mais en postnatal, puis c'est ça. Je pense que c'est important qu'il y ait les organismes communautaires parce que c'est à l'hôpital, les services de santé sont tellement débordés par plein d'autres choses, incluant les virus qui se promènent. Bien, ils n'ont pas nécessairement le temps ni les ressources pour prendre le temps avec les parents pour répondre aux questions, pour les soutenir. Donc, moi, je pense que le communautaire, c'est quelque chose que j'ai aussi découvert dans le monde francophone, là, que le communautaire est vraiment valorisé. C'est pas que ce n'est pas ici, celui du Prince-Édouard, mais c'est juste que moi, j'ai eu mes enfants au Québec, donc je connais plus qu'est-ce qui existe au Québec, mais tranquillement, je découvre qu'est-ce qui existe ici, celui du Prince-Édouard aussi. C'est ça. Et ça me fait penser quand tu parles des questions que se posent les parents. Tu vois, c'est assez révélateur d'avoir cette question parce que je pense qu'il n'y a pas si longtemps, on disait les questions qu'auraient les mamans. Oui. Tu vois? Et toi, tu vois une évolution par rapport à l'implication des pères, par exemple? Ou... Oui, absolument, parce que moi, justement, ça fait 11 ans que je travaille dans le monde de périnatalité, puis ça a vraiment cheminé beaucoup dans cette 10-11 ans que je suis là-dedans. Puis c'est par intérêt, c'est par génération aussi. Je pense que c'est les mamans exigent ça de leur partenaire, que ce soit une femme ou un homme qui est leur partenaire. Puis je pense aussi que les hommes, ils veulent s'impliquer, le désir est là. Fait que c'est une combinaison des deux. Là. L'autre parent est beaucoup plus impliqué, intéressé, il participe aux coprénataux, aux activités le plus possible. Les congés parentaux aussi sont beaucoup plus souvent partagés entre les deux parents. Donc, tout ça aide avec la coparentalité. Puis c'est la charge mentale des femmes, là, c'était énorme là, pendant des années, puis depuis toujours, mais on dirait dans les dernières 50 ans, depuis que les femmes ont vraiment rentré sur le marché du travail d'une façon intense, mais ils travaillaient, mais aussi faisaient tous les travaux domestiques aussi, charge des horaires des enfants, etc. C'est ça, moi, j'ai des ados, puis c'est beaucoup plus moi qui a pris ça en charge. Mais c'est aussi un choix que c'est parce que c'était comme ça. Moi, j'étais élevée dans ce modèle-là, donc j'ai continué ce modèle probablement avec mes enfants. Donc, je pense que ça change, ça évolue. Je suis contente de voir ça. C'est hyper important et c'est vrai parce qu'avant, tu avais aussi ce côté un peu très fermé, tu vois, d'avoir que des femmes avec des femmes qui passent de choses de femmes, entre guillemets. Hein, je mets vraiment des guillemets. Ouais. Et ça restait vraiment fermé. Et puis, du coup, une personne qui était peut-être introvertie ou qui n'osait pas aller demander de l'aide à des femmes de son entourage, on se retrouvait vraiment seule. Et aujourd'hui, le fait que ça s'ouvre, ça démocratise aussi beaucoup de choses où on se dit, en fait, je ne suis pas toute seule. Il y a plein de gens qui vivent ça. Puis le fait d'en parler avec un conjoint, avec un père, avec un frère, ça permet aussi de libérer la parole et de dire, en fait, nous, on vivait des choses difficiles qu'on gardait pour nous. Puis aujourd'hui, vous êtes au courant de ça et vous pouvez aussi nous aider
aider à ce que les choses s'équilibrent. Oui, c'est ça, les groupes de discussion, ça ouvre la porte beaucoup pour ça. Puis on trouve qu'on n'est pas seul à vivre telle situation. C'est vraiment de l'entraide. Ouais. Et vous, dans l'organisme, vous avez ces groupes de parole aussi parents, c'est-à-dire père et mère, ou en tout cas le couple dans sa globalité, ou c'est plutôt les mères qui font des discussions? Bien, on vise vraiment la coparentalité. Fait que c'est sûr qu'il y a une ou deux activités à chaque semaine dans la journée pour les parents, avec ou sans enfants, selon si c'est dans la période de prénatal ou postnatal. Mais aussi, on offre des cours le soir et la fin de semaine. Comme ça, s'il y a un parent qui travaille, bien là, le soir, fin de semaine, c'est plus facile pour les deux. Donc, je dirais que les cours périnataux, les deux parents souvent vont assister. Pour les causeries, c'est ce qu'on appelle nos activités, les causeries, les ateliers qui ont lieu dans la semaine, je dirais 95% du temps, c'est les femmes qui participent, mais de temps en temps, il y a un homme qui participe. Puis, on a vraiment fait le choix aussi d'aller recruter un homme pour être sur notre conseil d'administration pour pouvoir développer le côté plus parental, coparentalité. Donc, c'est quelque chose qui est important pour nous d'avoir une représentation autre que juste les femmes. Ça ouvre, oui, c'est intéressant. Ouais. Ça ouvre, tu prends du recul sur plein de discussions où toi, tu es fermé. Et un homme, par exemple, dans votre CA, tu dirais que ça apporte quoi? Bien, je pense que il peut amener le point de vue des papas quand on fait un développement d'un projet, comment est-ce qu'on va aborder, comment est-ce qu'on va faire la promotion de notre activité. Ce qui est important pour un père, ce qui va susciter l'intérêt d'un homme n'est pas toujours pareil de ce qui va susciter l'intérêt d'une femme. Fait que c'est ça. Florian, qui est sur notre CA, est vraiment... il nous aide beaucoup dans ce sens-là. Aussi, juste d'être là, je pense le fait que les gens savent qu'il est sur le CA, bien, c'est les autres papas vont sentir plus que les activités sont ouvertes à tout le monde. Il faut toujours le premier pas de la première personne. Puis après, ça ouvre la porte. Et puis là, on se dit, ah oui, mais c'est pas si mal. Puis il y a déjà quelqu'un, donc ça va. Ouais. Mais c'est vrai, c'est hyper courageux pour une personne de commencer et d'ouvrir le chemin aux autres. Donc, félicitations à lui. Hein. Vraiment, c'est chouette. Je suis très contente que les organismes dits féminins s'ouvrent aux hommes. Oui, c'est ça, pour avoir plus de diversité. C'est ça. Ouais. Nous, on veut l'égalité, l'équité, etc. Donc, c'est important aussi qu'on leur montre aussi ce qu'on fait et qu'ils sont impliqués. Donc, vraiment c'est ça, on ne peut pas diviser la charge mentale si on ne laisse pas une partie. C'est ça, exactement. Il faut leur laisser aussi un peu de place. Ouais. Donc, super. Et je vais continuer un peu sur les questions qu'on avait préparées. J'aimerais te demander, est-ce que toi, il y a des moments clés dans ta vie qui font que tu as fait certains choix ou que tu as pris certains chemins et qui, tu dirais, ont construit un peu la personne que tu es aujourd'hui? Oui, je dirais, la première qui me vient en tête, c'est quand j'avais 12 ans, quand j'étais en 6e année, j'ai tombé malade. Puis, j'ai été hospitalisée. On ne savait pas trop c'était quoi, qu'est-ce qui se passait. J'étais dans l'hôpital pendant une semaine. Je ne sentais pas si gravement malade que ça, mais les médecins, les professionnels ne savaient pas trop. Puis, mes parents s'inquiétaient beaucoup. Puis, c'était comme... On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est ça. Finalement, on a découvert que j'avais des ulcères d'estomac, puis c'était quand même quelque chose d'héréditaire. Il y en a beaucoup dans ma famille, dans la famille de mon père. Puis ça s'est répété quand même 3 fois avant que j'ai fini mes études au secondaire. C'est répété 2 fois encore. Donc, je pense que c'est quelque chose que ça m'a amené à trouver comme un équilibre dans... C'est gérer le stress. Je n'étais pas un enfant. Je ne sentais pas que j'étais un enfant stressé, mais évidemment, l'émotion, je la gardais dans mon ventre. C'est quelque chose. Fait que qu'est-ce que je mangeais? J'étais plus sensible à certains aliments, puis il fallait que je garde mon niveau de stress, mon niveau d'activité physique, quand même un bon équilibre. Fait que je pense que j'ai appris à mieux prendre soin de moi déjà depuis un bas âge. Puis, je suis continuée dans les études de kinésiologie, je pense, pas à cause de ça. J'avais déjà un intérêt beaucoup dans les sports, etc., puis dans la nutrition, mais probablement, je l'ai découvert plus à cause de la maladie. Je pense aussi que ça m'a développé la résilience depuis un jeune âge aussi, parce que pour moi, j'étais comme, c'est pas la fin du monde, ça va bien aller, je vais sortir de ça. Puis justement, j'ai sorti, puis j'avais l'énergie. 1 mois, 2 mois plus tard, j'étais en forme, puis je continuais à faire toutes mes activités avec mes amis, les sports, etc. Fait que c'était quand même inquiétant sur le coup, là, mais ça n'a pas eu des séquelles importantes pour le reste.
Un autre gros événement dans ma vie, quand je suis retournée à l'Île du Prince-Édouard, quand j'avais environ, c'est ça, fin de la vingtaine, j'ai rencontré mon premier mari, puis il est décédé à l'âge de 34 ans. Fait qu'on était tôt dans la trentaine, puis il est décédé soudainement. Fait qu'encore un événement c'est imprévisible, puis c'est quelque chose qu'il faut gérer le stress de ça, toute l'émotion qui vient avec. Puis on n'avait pas d'enfants, donc j'étais comme, OK, toute seule dans la vie, on peut dire, entre guillemets. Mais bon, c'est ça. J'ai continué. J'avais un bon réseau d'amis, puis j'avais des employeurs super conciliants aussi par rapport à ce que je vivais, le deuil que je vivais. Puis après ça, c'est ça. 2 ans après, j'étais aux Îles-de-la-Madeleine, puis j'ai rencontré Michel. Donc, la vie fait en sorte que j'ai découvert d'autres choses dans la vie. Là. Je regrette pas les choix que j'ai faits, les voyages que j'ai faits, parce que ça a toujours m'amené d'autres choses. Donc, je vois ça comme ça maintenant. C'est sûr, avec le recul de presque 20 ans, c'est différent. Que chaque événement que tu vis comme ça, qui est vraiment un défi important à surmonter, bien, tu grandis là-dedans. Je pense que je le vois comme ça. Puis maintenant, quand j'aborde des sujets plus sensibles avec les gens, je pense que je suis à l'aise d'aborder, que ça soit par rapport à leur santé, que ça soit par rapport à leur deuil. C'est quelque chose que moi, j'ai vécu. Fait que j'ai de l'empathie avec eux autres. Puis je peux avoir la compassion, mais aussi de l'empathie. Puis c'est sûr, les enfants, la naissance de mes enfants, là, qui sont nés en 2011 puis 2008, ça a tout changé ma vie parce que j'ai découvert l'univers que je travaille dedans. Là. Évidemment, j'ai découvert mes enfants aussi, puis j'ai beaucoup aimé ça. J'ai scolarisé mes enfants, fait qu'on a fait des choix de vie qui nous a amenés à trouver un équilibre dans la vie. Fait que j'essaie aussi d'encourager les autres à trouver ce bon équilibre dans leur vie de tous les jours. Ouais, c'est hyper inspirant ce que tu dis. Tu parles de plein de choses en même temps. J'ai envie de rebondir sur une de ces choses. On parle de résilience, on parle d'émotions. Et j'ai l'impression que c'est un peu un fil rouge, ces émotions et la gestion de ces émotions, en tout cas les moments que tu nous as partagés, d'arriver à les prendre et d'en faire quelque chose de positif. Ça te parle? Oui, c'est ça. Je pense que j'ai toujours eu cette vision optimiste et positive et... Les gens, des fois, étaient comme un peu étonnés de ma réaction face à certaines situations. Mais bon, tu ne peux pas changer le passé comme ça. Moi, je le vois comme ça. Tu ne peux pas changer le passé. Tu peux avoir les bons souvenirs. Tu peux continuer à garder ces personnes que tu as perdues dans ta vie. Mon père est décédé à 10 ans. Là, on n'arrête pas de parler de lui. J'entends d'autres personnes, puis ils hésitent de parler des gens autour d'eux qui sont décédés ou de parler avec quelqu'un qui vient de perdre un proche. Bien, moi, c'est le contraire. Je pense que c'est important de vivre les émotions, les deuils, que ça soit la perte d'une personne, que ça soit une situation que tu as mal vécue. Si tu ne sors pas l'émotion, mais ça reste en dedans, puis c'est négatif. Si ça sort, bien, il y a de beau qui peut sortir de ça. Tu peux faire les liens avec d'autres personnes parce que tu as partagé qu'est-ce que tu as vécu. Fait que là, l'autre personne sent plus forte à cause que toi, tu es là pour les tenir la main ou quoi que ce soit. Fait que je pense que ça amène la force de groupe, là, Oui, c'est sûr. Puis, tu vois, quand tu dis, il y a plein de gens qui n'osent pas parler de personnes qui ne sont plus là ou quand il y a eu un accident, enfin, peu importe, quelque chose de négatif. C'est aussi, je pense, mais c'est mon avis, hein, c'est aussi lié, je pense, à l'émotion, à dire, je ne veux pas sortir cette émotion parce que finalement, je garde mes émotions un peu dans un petit coffre en moi, tu vois, et je n'ose pas le sortir parce que pour plein de raisons. Ça peut être parce que j'ai peur de craquer entre guillemets, parce que je trouve que c'est plutôt une bonne chose, en règle générale, de sortir. Même si on pleure, même si on crie, c'est toujours mieux de le faire sortir. Mais tu as aussi ce côté de la société qui veut pas qu'on montre qu'on est triste, qu'on montre qu'on est en colère et tout ça. Donc, je pense que c'est aussi très lié à la société. Si on disait aux gens, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez pleurer, vous pouvez crier si vous avez besoin, on serait beaucoup plus beau comme monde, je pense. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il y aura moins de problèmes de consommation et de dépression, etc., parce que les gens n'osent pas sortir le côté noir ou qu'est-ce qu'ils vivent en dedans. Puis je pense que la pandémie, ça a amené plein de gens à vivre des moments plus difficiles. Donc,
je pense qu'on n'a pas le choix de les aborder maintenant parce qu'il y a trop de personnes qui vivent les moments difficiles. Alors, j'espère que c'est quelque chose encore. J'essaie d'être optimiste à qu'est-ce qui peut bien sortir de la pandémie. Puis je le vois qu'on voit dans la société, dans les derniers 3 ans, il y a plein de choses qui ont sorti du placard de plein de sphères et domaines. Mais au moins, on les travaille. Il faut faire avec, il faut dealer avec, il faut sortir puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer les gens. C'est vrai que tu as aussi l'erreur peut-être de croire que la pandémie a déclenché plein de choses négatives, de dire, tu vois, il y a beaucoup plus de problèmes de santé mentale, etc. Mais là où tu soulèves un problème, c'est vrai que ça a été plutôt un déclencheur d'ouvrir le coffre plutôt que de déclencher lui-même des émotions négatives. J'entends qu'il faut qu'il y ait l'accompagnement derrière, il ne faut pas les laisser toutes seules, mais c'est aussi important de dire, vous voyez, en fait, on n'est pas tout seul, il y a plein de gens qui vivent ça. Et ça peut aussi démocratiser le fait que la santé mentale, c'est important, de voir un psychologue de temps en temps, même si on n'est pas malade, entre guillemets, c'est très important. Ouais. Donc, c'est vrai que je trouve que la pandémie, tu soulèves un bon point, ça a eu un côté positif dans le sens, prenez conscience qu'il y a plein de choses à faire sur votre santé mentale. Oui, absolument. Comme nous, étant donné qu'on était aux Îles-de-la-Madeleine avec peu de contagion aux îles, on a continué nos activités tout pendant la pandémie, puis il y avait beaucoup de participation. Notre participation a doublé depuis les dernières 2 ans, puis c'est parfait, là, on est bien contents, mais ça veut dire qu'il faut les ressources, là, fait qu'il faut financer les groupes qui soutiennent ces personnes parce que la santé mentale, ça ne se guérit pas en hôpital, c'est beaucoup dans la communauté, puis de développer des outils chez tout le monde, là. Puis après ça, c'est sûr qu'il y en a qui ont besoin des suivis plus médicaux, mais il y en a beaucoup qui peuvent juste trouver de l'aide, du soutien dans leur réseau autour d'eux. Fait que je pense que ça va dans le bon sens, mais il y a du chemin à faire. C'est sûr. On ne peut pas changer 50 ans en 2 ans. Il faut le temps. Mais la résilience, c'est toi qui soulevais ça. Oui. C'est important. On va revenir un petit peu à toi, si tu veux bien. J'aimerais savoir, après tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as partagé, qu'est-ce que tu dirais à la petite fille que tu étais il y a quelques années? Je ne sais pas, pour la rassurer, pour lui expliquer des choses. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Je pense que je dirais de suivre ses instincts. Je pense que c'est important, de se faire confiance. Je pense qu'on sait qu'est-ce qui est bon pour nous. C'est en dedans de nous, là, tout le monde le sait. Fait qu'il faut écouter cette petite voix pour faire les bons choix. Puis quand on n'est pas sûr, c'est sûr qu'on peut aller chercher de l'aide puis demander des questions pour avoir plus d'informations, mais surtout de s'écouter. Je pense que c'est ça qui est primordial. Tu penses que si tu avais pu lui dire ça, tu serais différente aujourd'hui? Pas tant. Je pense que je suis quelqu'un qui m'écoute. Là, quand je ne pense pas à beaucoup de situations à retourner dans le passé que j'aurais fait d'autres choix. C'est sûr que des petites choses ici et là, quand tu as infraction parce que tu as roulé trop vite, là, c'est sûr que c'est terre à terre. Oui, c'est ça. Des fois, de l'impatience, là, ça peut m'habiter un peu. Mais en général, je pense que je m'écoute. Là, puis quand j'arrive à mes limites, je les note, j'en parle avec les autres. Puis c'est la communication. Je pense que c'est ça qui est très important, de pas de oser parler de qu'est-ce qui se passe. Puis c'est pas toujours facile, surtout avec certaines personnes. Donc, c'est surtout le premier pas qui est difficile. Puis quand la personne voit que tu fais le premier pas, c'est un peu plus... Si tu entretiens ce lien de communication, c'est plus simple, je pense, à mon sens. Mais... Oui, absolument. Comment, toi, tu pourrais définir ton féminisme? Comment, toi, tu agis? Qu'est-ce que ça t'évoque quand on te parle de féminisme? Le féminisme, pour moi, c'est important que les femmes se mettent comme en priorité. Vont pas toujours prendre soin des autres en premier. Là. Donc, si on se met comme priorité, au moins de temps en temps, on va trouver un meilleur équilibre dans notre vie personnelle, puis dans la vie sociale aussi, là, dans la société en général. Je pense que beaucoup de femmes ont tendance à prendre soin des autres autour d'eux, puis on était élevés comme ça. La socialisation genrée, c'est ça qu'on a vécu. Donc, je pense que le féminisme évolue. Puis les femmes qui vont comme vraiment soutenir d'autres femmes pour les aider à être mieux informées puis faire les meilleurs choix. Pour moi, c'est
C'est à la base. C'est beau parce que du coup, c'est un féminisme finalement très doux. Tu vois, parce que c'est vrai que quand je parle autour de moi du féminisme, on a plutôt l'image de la militante qui va dans la rue, qui défile, etc. Et là, je trouve que ton féminisme, il est hyper doux et hyper dans l'émotion, mais ça te ressemble beaucoup, hein, après tout ce qu'on vient de dire. Oui. Et j'aime ça parce que je pense que ça peut aussi faire moins peur à certaines personnes. De dire, ah ben moi, je suis féministe, parce que je pense que les femmes, elles ont le droit d'être là et parce que j'ai envie de les aider et de leur donner plus de place, mais dans la douceur. Oui, c'est ça, parce qu'on peut avoir plus de place sans qu'il y ait personne d'autre qui perde leur place. Là, ça peut être vu comme plus égal, mais tout le monde va être mieux, je pense, si on est tous égaux, parce qu'il y en a des gens qui portent trop de responsabilités, il y en a d'autres qui ne portent pas assez, donc ça va prendre du temps dans certaines relations où c'est vraiment deux personnes qui ont besoin de changer le pouvoir, le partage de pouvoir, mais en général, dans la société, je pense que tout le monde veut chercher cet équilibre. C'est dans notre système humain, là, c'est vraiment, on est fait pour chercher un équilibre dans la vie, là, c'est tout naturel. Donc, quand on essaie de garder le pouvoir plus d'un côté ou l'autre, de tirailler, c'est là que ça ne marche pas. Puis on voit les problèmes partout sur la planète quand ça ne marche pas, le partage de pouvoir. Donc, pour moi, il peut y avoir des moments que tu as besoin d'être plus militante là, dans tes actions pour vraiment mobiliser les gens parce que sinon, c'est très lent, le processus. Mais juste par nos actions quotidiennes, là, je pense qu'on peut avoir un grand effet à prendre sa place, à parler différemment à nos enfants, aux gars puis aux filles, les deux, pour que c'est pas vu aussi polarisé, l'association d'un garçon versus une fille. C'est aussi les deux côtés, c'est-à-dire que tu as le côté très politique où là, on parle plus du droit et vraiment de prendre sa place d'une manière plus forte et l'émotionnel et le psychologique plutôt de la place de la femme, de qu'est-ce qu'on lui donne, de comment elle l'apprend. Et c'est vraiment deux choses qui peuvent sembler complètement contradictoires, mais je pense que ça fonctionne les deux ensemble. Il faut, pareil, trouver l'équilibre entre les deux. Mais c'est hyper intéressant parce que je parlais avec Annie dans un autre épisode de podcast qui, elle, était plutôt sur un féminisme politique, donc donner la place. Et elle avait plutôt un discours de si la femme veut prendre de la place dans la société, ça veut dire qu'un homme doit en perdre. Parce que je pense que vraiment dans la place dans la société, dans le sens du pouvoir, vraiment, c'est le cas. Par contre, dans le sens de la place émotionnelle dans la société, c'est pas le cas. C'est là où non, c'est ça, parce que l'homme, il va trouver une autre place qui va lui apporter un meilleur équilibre dans sa vie à lui. C'est ça, oui, c'est ça. Donc, peut-être qu'il va voir ça comme un échec ou une perte de pouvoir, mais il va développer les côtés moins développés chez lui. C'est donc, sûr. C'est sûr que ça peut être épeurant pour certaines femmes, certains hommes qui ont moins d'intelligence émotionnelle ou plus d'intelligence émotionnelle. En tout cas, c'est une analyse critique, ça, on le voit de plus en plus chez les femmes. Il y en avait toujours des femmes qui avaient une bonne analyse, mais je pense que c'est quelque chose qu'on cultive maintenant chez nos filles, nos enfants, oui. Que ce n'était pas nécessairement cultivé à l'époque. Donc, ça, c'est quelque chose que... Oui, puis tu la cultives aussi bien chez tes enfants filles que chez des enfants garçons, masculins, j'allais dire, c'est très bizarre, mais chez les garçons. Oui. Moi, j'ai 2 garçons et c'est vrai que je leur parle beaucoup du cycle féminin, de comment les filles, elles peuvent vivre certaines choses. Et puis, je m'autorise aussi à leur dire, toi, qu'est-ce que tu vis aussi, toi, dans ton émotion? Est-ce que si tu as envie de pleurer, pleure. Si tu as envie d'être en colère, sois en colère, mais dehors. Oui. Mais tu vois, de vivre leur émotion pour vraiment que ça s'équilibre. J'ai aussi une fille et je lui donne aussi sa place dans la politique familiale, on va dire. Tu vois, elle n'a pas juste la place du care, elle a aussi la place du « OK, j'ai envie d'être là et de faire vraiment des choses importantes. Ouais. » Tu vois, donc c'est un peu une mini-société finalement où laisser de la place à l'émotion, peut-être enlève un peu de pouvoir au sens vraiment fort du terme et puis rééquilibre un peu ça. C'est vraiment hyper intéressant. Ouais. Merci beaucoup. J'aimerais peut-être te demander si toi, tu as quelque chose à rajouter, je pense. Est-ce que toi, tu as quelque chose que tu aimerais partager avec nous avant qu'on pose les petites dernières questions du podcast? Je pense que les gens en général, les gens doivent
accueillir les coïncidences. C'est quand il arrive quelque chose, on rencontre quelqu'un, il y a une opportunité qui se présente à nous qu'on pense que c'est impossible. Bien, il y a toujours une raison pourquoi cet incident est arrivé dans notre vie. C'est pas toujours qu'on suit puis on fait ce choix-là, mais au moins de réfléchir. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vraiment impossible? Est-ce que si c'est quelque chose que j'ai envie de faire, si j'ai envie de parler avec cette personne, est-ce que je peux me permettre 10-15 minutes au lieu de juste dire salut puis continuer sur mon chemin? De saisir les opportunités dans la vie puis de ne pas aller trop vite parce que je pense qu'on manque beaucoup d'opportunités pour grandir puis de prendre des chemins qui nous amèneront à une vie plus équilibrée. Mais on ne prend pas souvent assez de temps pour faire ça. Oui. Il y aurait tellement à dire, mais oui, c'est sûr. Oui, puis moi, je suis là-dedans aussi. Là, je peux conseiller ça, puis je me le conseille aussi. Mais oui, mais c'est aussi intéressant de dire étudie-les, ce qui t'arrive, mais prends-le pas forcément. Tu vois, c'est aussi intéressant de dire, ça non, j'ai analysé, je suis OK, je l'ai compris, mais ça ne me correspond pas. Et c'est aussi beau pour prendre du recul sur soi et de se dire qu'est-ce que je suis. Prendre des décisions trop impulsives, quand même réfléchir, mais... Ça dépend des fois. Un peu l'intuition peut être aussi intéressante. Oui, c'est ça. On peut être spontané, mais pas impulsif. Il y a une différence aussi. C'est vrai, c'est ça. Ouais. Exactement. C'est important, les mots. OK. Est-ce que tu aurais une ressource à nous conseiller? Donc, une ressource, ça peut être un film, un livre, quelque chose que tu as vu, quelque chose qui te sert, en fait, dans ton quotidien pour être bien, pour t'épanouir. Bien, pour moi, c'est le réseau. Que ce soit ton réseau, pour moi, c'est mon réseau d'amis. Fait que c'est de nourrir les relations qui te nourrit, dans le fond, là, de garder, de renforcer les liens avec les personnes. Fait que pour moi, on a un groupe de bénévoles qui travaillent pour nous, pour notre organisme communautaire. Donc, il faut nourrir ce groupe de bénévoles parce que ces personnes-là vont donner beaucoup à d'autres personnes. Fait que je pense de continuer ce cycle de donner. Fait que si on a apprécié qu'est-ce que quelqu'un d'autre nous a apporté dans un moment qu'on a eu de la difficulté, de penser comment on peut redonner à la société ou ça peut être dans plein de formes, là, mais je dirais d'aller voir c'est quoi nos forces et qu'est-ce qu'on peut donner. Puis ça n'a pas besoin d'être monétaire, là, ça peut être notre temps, c'est encore plus souvent... plus cher à nous, notre temps. Sûr. Donc, je pense que pour moi, c'est ça, c'est les relations humaines, là, puis de prendre le temps parce que oui, les livres et les films, ça peut nous faire du bien de temps en temps, mais si on n'a pas un réseau de soutien autour de nous, quand on a des moments plus difficiles, c'est difficile d'en créer des réseaux dans ces moments-là. Merci beaucoup, Jen. Merci, c'était vraiment très, très intéressant. Oui, j'ai apprécié. Ça m'a fait découvrir des choses sur moi-même aussi. Des fois, quand on en parle, là, c'est là qu'on réalise qu'est-ce qui est important pour nous. Merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter Nous, Femmes d'IPE, un podcast produit et réalisé par Action Femmes Île-du-Prince-Édouard, financé par Femmes et Égalité des Genres Canada et la Fondation canadienne des femmes. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux également nous donner le nom de personnes que tu as envie d'entendre ici en commentaire. En attendant, n'oublie pas de prendre ta place et à bientôt.